Je vais m'associer aux salutations de Bernard, mais aussi du maire de Célestat que vous avez, je crois, vu tout à l'heure, et vous saluer bien évidemment collectivement. Féliciter bien sûr Christiane Roder pour sa brillante élection, et je sais qu'elle aura à cœur de mener à bien cette belle responsabilité, belle mission. Saluer bien sûr tous les académiciens, tous ces membres du comité de conférence nationale des académies. J'ai vu Monseigneur l'archevêque, que je suis très heureux de retrouver. Je le cherche dans l'insistance. Il est là. On a de très jolis souvenirs en commun. Quand j'étais à l'époque effectivement maire de Schirmeck, j'avais beaucoup de bonheur de vous accueillir. Je ne sais pas si... On m'a dit que le prix Nobel de médecine, je ne sais pas lesquels, parce qu'on en a plusieurs, comme vous le savez, s'ils sont encore présents... pas de médecine, pardon, prix Nobel, j'ai dit de médecine, pardon, les prix Nobel, on dit qu'il y avait plusieurs prix Nobel qui étaient présents dans la salle, mais je ne sais pas... Ah, c'était hier, pardon, excusez-moi. Donc, vous voyez, on m'informe de manière incomplète sur la présence des personnes qui sont là aujourd'hui ce soir. Mais en tout cas, je suis très heureux d'être parmi vous. J'ai regardé votre programme qui était très, très riche. Et j'avoue que j'aurais bien aimé vous accompagner sur les 2 jours parce que il y avait des échanges, à mon avis, de qualité, des découvertes qui sont importantes à nos yeux. Donc je suis particulièrement honoré de l'invitation qui m'a faite aujourd'hui à venir m'exprimer devant vous, devant cette assemblée si prestigieuse, et de pouvoir vous présenter un peu l'action patrimoniale du département. Votre présence, si nombreuse, est une marque de reconnaissance envers l'Alsace, son patrimoine, son histoire, sa culture. Et je suis donc très heureux d'être à vos côtés ce soir. Et je me dis, mais heureusement qu'il y a 3 ans, en devenant président, je n'ai pas sacrifié toute la politique patrimoniale. Parce que ça aurait pu être une possibilité, puisque, je ne sais pas, vous avez dû suivre l'actualité, les collectivités se sont retrouvées avec des baisses de dotation drastiques. Pour le département du Bas-Rhin, sur un budget d'1,1 milliard, c'est 70 millions de recettes en moins auxquelles nous avons dû faire face. Eh bien, à un moment donné, quand vous vous retrouvez dans cette situation-là, il faut faire des choix. Et choisir, c'est écarter. Renoncer. Eh bien, je suis heureux de ne pas avoir renoncé sur la politique patrimoniale et c'est l'occasion cet après-midi de l'évoquer avec vous. Heureux d'avoir fait ce choix de continuer à promouvoir ce qui fait une des richesses fortes de notre territoire, avec une politique patrimoniale dynamique. Parce qu'on a quand même, à cette occasion-là, réinterrogé la façon dont nous devions promouvoir notre patrimoine. Une des premières ambitions que nous avons eues, c'était de faire partager ce patrimoine, de le faire incarner par nos concitoyens, parce que ça nous semble fondamental, et aussi parce que l'Alsace est un territoire qui a une forte identité, comme vous avez pu le constater, vous le verrez encore demain au château du Haut-Königsbourg, et que l'histoire et la culture sont inséparables de la vie des Alsaciens et des Alsaciennes. C'est pourquoi la notion de patrimoine, en dehors des grands monuments nationaux, doit être pensée à une échelle de bassin de vie pour en favoriser l'accessibilité, la compréhension et l'appropriation par le plus grand nombre. Pour les départements, comme le Bas-Rhin, c'est le meilleur moyen de perpétuer l'idée fondamentale véhiculée à l'époque par l'abbé Grégoire dans son rapport contre le vandalisme du 31 août 1794, c'est-à-dire que les objets nationaux qui n'étant à personne sont la propriété de tous. À travers ce patrimoine qui est riche en Alsace, il y avait aussi la volonté pour nous, pour notre collectivité, de transmettre des messages forts d'humanisme. Et bien sûr, ici, à la Bibliothèque humaniste de Célestat, mon propos revêt forcément un caractère particulier. Ce que je vous propose d'aborder dans mon propos, c'est le mode de pensée qui est à l'origine de la conception de notre mission patrimoniale, c'est-à-dire de relier en permanence l'histoire et le présent, et de placer le patrimoine au cœur de la modernité de l'Alsace du XXIe siècle. Ensuite, c'est le mode d'action que je développerai pour démontrer comment, en partant de l'échelle humaine, nous construisons une politique patrimoniale qui s'intègre dans l'ensemble du spectre de nos projets,
en particulier au niveau culturel, social et immobilier. Au Conseil départemental du Bas-Rhin, nous avons une démarche humaine insérée dans une vision globale. Les compétences originelles de la mission patrimoine des départements, et de notre département en particulier, tournent autour de deux objectifs majeurs. Le premier est bien sûr de contribuer à conserver, entretenir, restaurer et mettre en valeur le patrimoine dans une volonté de transmission aux générations futures. Le second est de contribuer à la recherche historique, scientifique du patrimoine dans une volonté de développement des connaissances. Depuis la Révolution française, les responsabilités des départements dans le domaine du patrimoine se sont élargies. Cependant, depuis quelques années, et c'est le cas notamment ici dans le Bas-Rhin, nous avons voulu aller au-delà de la conservation et de la recherche. En effet, le patrimoine n'est pas un ensemble d'objets et de lieux figés. Le patrimoine, c'est la mémoire et l'esprit du corps social et citoyen. Un lieu historique, c'est une adresse, un message, un phare, un signal qui nous rappelle les conséquences de nos actes dans le long terme, alors que nous pouvons parfois être limités par les œillères du temps présent. Car le patrimoine fait très souvent écho aux défis de notre temps. Je reprendrai ici la terminologie utilisée par le fameux travail réalisé sous la direction de Pierre Nora dans l'ouvrage « Les lieux de mémoire », notamment avec le sens qu'il donne au mot « objet ». En Alsace, les lieux de mémoire sont des objets quotidiens de la vie des citoyens. Nos lieux de mémoire alsaciens n'appartiennent pas qu'au registre du passé, au contraire. Notre territoire a successivement été romain, germanique, français, allemand et de nouveau français. Les Alsaciens savent à quel point les frontières peuvent être mouvantes et emmener dans leur déplacement un cortège de malheurs et de traumatismes, comme vous avez pu le vivre au mémorial. Alors cette frontière, nous voulons aujourd'hui en faire un lien. Nous n'envisageons plus le Rhin comme une délimitation, mais comme un lieu de rencontre et d'échange. Ici en Alsace, nous savons que nous ne pouvons pas vivre sans nos voisins allemands et suisses. Une unité de destin dans la région du Rhin est en train de se constituer. Et nous souhaitons être pleinement en capacité d'agir pour jouer le rôle qui nous échoit dans notre environnement transfrontalier. Nous aurions pu, nous Alsaciens, nous enfermer dans un rejet infini de l'autre. Mais parce que notre patrimoine nous montre à quel point les oppositions sont destructrices et traumatisantes, nous voulons que nos ennemis d'hier deviennent nos frères pour toujours. Nous vivons notre histoire, nous vivons notre culture et nous vivons notre patrimoine. Pour nous, la construction européenne est un patrimoine, tout comme l'héritage des pères de l'Europe. Nous avons une responsabilité par rapport à tout ce qui a été entrepris depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais cette démarche historique est sans égale de nos peuples n'est pas encore totalement aboutie. Elle est mise en question, parfois moquée, trop souvent rejetée. Alors puisque rien n'est jamais acquis, il faut sans cesse se mettre à l'ouvrage. C'est notre passé, mais c'est surtout notre avenir. C'est dans cet état d'esprit que les paroles et les actes des pères de l'Europe sont des monuments de notre pensée, des phares de notre vie quotidienne. Pour la construction européenne et pour nos sociétés, cet héritage des pères de l'Europe que nous faisons vivre doit se transformer en humanisme de demain. Aujourd'hui, à l'heure où les menaces de l'obscurantisme pèsent sur nos sociétés, nous devons aboutir à des résultats sur la vie de nos citoyens. Face au nouveau totalitarisme, nous devons continuer de construire l'humanisme du XXIe siècle. Les pères de l'Europe nous ont apporté la paix et ont posé les bases de l'avenir de notre continent. À nous, dorénavant, de construire l'amitié entre les peuples. Nous croyons fermement donc en cette unité de destin de la région du Rhin, parfaitement complémentaire du destin national. C'est ce qui guide nos projets actuels. Notre désir d'Alsace est un désir d'Europe. Les fabuleux tandems formés par les présidents français et allemands depuis le général de Gaulle et Konrad Adenauer ont abouti à des événements qui font partie de notre patrimoine. À nous aujourd'hui de concrétiser l'esprit des traités de Rome de 1957 et du traité de l'Élysée de 1963, en facilitant les mobilités professionnelles transfrontalières entre l'Alsace et le Bade-Wurtemberg, par exemple. À nous aujourd'hui d'élargir la philosophie des dispositifs Erasmus en ayant une politique dynamique du bilinguisme dès le plus jeune âge. Face à ces enjeux et ces défis, l'extension du champ d'action du département sur les questions patrimoniales est de l'ordre du devoir moral,
de la responsabilité politique et citoyenne qui incombe aux collectivités territoriales. Comme je l'ai déjà affirmé au sein du Conseil départemental du Bas-Rhin, nous avons fait le choix de fonder toutes nos politiques à partir de l'échelle humaine et des territoires. Nous souhaitons que les citoyens soient des acteurs permanents de nos politiques publiques. C'est indispensable si nous voulons retrouver la confiance des citoyens et mettre donc fin au climat de défiance. Alors pour cela, il faut prendre en considération, respecter, mettre en valeur l'identité alsacienne. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de répondre favorablement à un réflexe de repli sur soi dans des temps de déracinement et de doute culturel. Non, le désir d'Alsace n'est pas un repli sur soi, car l'identité alsacienne est profondément vivante et ouverte. L'identité alsacienne, ce n'est pas un folklore ni une allée de musée. Non, l'Alsace, c'est partout et maintenant. Je prends l'exemple des religions. L'Alsace est une terre qui a connu la saignée de la guerre de 30 ans et des conflits entre catholiques et protestants. Ça, c'est l'histoire. Dans beaucoup de villages alsaciens, vous avez sans doute pu l'observer, il y a la plupart du temps 2 clochers, un de l'église catholique et un de l'église réformée. Ça, c'est le patrimoine, le témoignage de l'histoire. Mais ce qui est patrimoine en Alsace est vivant. Nous sommes ici sous le régime du Concordat en ce qui concerne les cultes. Il ne s'agit pas d'un simple fait historique. Il s'agit d'un aspect culturel fondamental de notre territoire. Le dialogue interreligieux est important dans l'identité alsacienne. Je parle devant un connaisseur. À l'heure de la mondialisation et des flux des populations, c'est un moyen pour nous d'intégrer toutes les confessions dans un cercle de transmission et d'échange. Et très concrètement, cela donne des moments de partage et de soutien incroyables. Je me permets d'ailleurs de faire une petite parenthèse personnelle. Mais j'ai sans doute, après les attentats du Bataclan, vécu un des moments les plus forts de ma vie d'élu. Nous étions tous réunis dans la grande mosquée, toutes les confessions religieuses, et au moment de la célébration. Je n'oublierai jamais ces événements parce que nous étions bien sûr tous meurtris par les attentats. Mais donc nous avons tous consécutivement, toutes les confessions et tous les élus, pris la parole devant l'assistance. Et puis, à la fin de notre discours, un jeune musulman a entamé la Marseillaise. Et toute la mosquée a repris la Marseillaise. Ça a sans doute été un des moments les plus forts de ma fonction d'élu, comme je vous le disais. Mais ce n'est possible, je crois, qu'en Alsace, parce qu'il y a le Concordat. Ce dialogue interreligieux au quotidien permet vraiment, alors je vois certains qui sont peut-être surpris par mes propos ou choqués par mes propos, mais cet exemple-là, pour moi, témoigne de cette volonté du dialogue interreligieux, fruit de l'histoire et de notre patrimoine. Je suis content, ça vous fait réagir. Avoir une identité ouverte et vivante, cela s'incarne au quotidien de notre territoire. Nous avons repris depuis quelques années la gestion du château du Haut-Königsbourg, que nous portons comme le symbole de notre politique castrale. Aujourd'hui, par notre volonté d'avoir un patrimoine dynamique et vivant, chaque année, nous accueillons 500 000 visiteurs dans ce château. Nous envisageons le tourisme comme une déclinaison de cette aspiration à intégrer le patrimoine dans une politique dynamique. C'est un prérequis si nous souhaitions faire des lieux de mémoire et d'histoire, des lieux de transmission et de connaissance, car pour attirer le public, il faut également s'intéresser aux modes de communication d'aujourd'hui. Faire entrer le patrimoine dans la modernité et le monde numérique, c'est un des objectifs de notre mission patrimoine. L'intégration du patrimoine ne s'arrête pas à la question du numérique et de la technologie, bien sûr. Pour que l'histoire et la culture soient accessibles au plus grand nombre, il faut vivre notre patrimoine et ne pas le considérer comme un domaine à part de notre politique, mais comme une partie prenante de toutes nos actions. J'évoquais précédemment notre politique castrale, c'est en effet une vitrine de l'action du Conseil départemental. En France, il y a les châteaux de la Loire, les châteaux cathares. Nous avons en Alsace un parc exceptionnel de châteaux, pour la plupart datant du XIIe et XIIIe siècle. Ce sont des édifices qui sont une source d'inspiration incroyable pour les artistes. Et nous allons entendre tout à l'heure notre ami John Ho, grand illustrateur et directeur artistique de renommée internationale, qui
a été inspiré, je crois, à pouvoir le dire, mais il le dira bien mieux que moi tout à l'heure, par le Haut-Königsbourg, mais aussi par la cathédrale, qui fut un terreau fertile pour l'imagination des plus grands créateurs. Et c'est parce que Jono, scénariste du Seigneur des Anneaux, s'est inspiré du château du Haut-Königsbourg, que nous avons eu l'idée de mettre les châteaux en fantastique. Nous avons à peu près 80 châteaux visitables sur tout le territoire alsacien, dont bien sûr notre fleuron, notre phare est le château du Haut-Königsbourg. Et là, au regard de l'utilisation qui avait été faite du patrimoine pour le fantastique, mais aussi pour les jeunes générations, on s'est dit qu'on pourrait peut-être mettre les châteaux en fantastique, faire en sorte que, du coup, les jeunes publics découvrent le patrimoine de manière ludique et que ça favorise ainsi ce patrimoine et en même temps que ça rende encore plus attractifs les sites castraux du territoire alsacien. Et donc j'espère, j'en profite, je suis très heureux que Jono soit là ce soir et j'espère que nous pourrons travailler ensemble. C'est un vœu en tout cas que je formule et nous avons déjà eu l'occasion d'échanger pour faire en sorte que les visites, à l'instar des châteaux de la Loire qui sont un lieu incontournable de visite touristique dans notre pays, un jour l'ensemble des châteaux alsaciens soit un lieu de visite incontournable. Alors je dois vous avouer que déjà plus de 500 000 visiteurs au château du Haut-Königsbourg, c'est plutôt assez exceptionnel. Et puis un autre élément qui n'est pas non plus à négliger, que je tenais à souligner devant vous, c'est que le modèle économique du château est aussi un modèle intéressant. Alors on a encore un certain nombre d'investissements à faire, mais aujourd'hui, la recette nette que rapporte le château au département, c'est 1 million d'euros. Alors, on va encore investir plusieurs millions dans les 3-4 années à venir, parce que vous verrez, il y a certains endroits qui méritent d'être préservés, valorisés, transformés. Et donc, c'est ce que nous allons faire dans les 3-4 années à venir. Mais après, on sait très bien qu'en termes de recettes économiques, la visite du château rapportera et donnera des moyens supplémentaires à la collectivité alsacienne. Donc c'est une opportunité incroyable de pouvoir justement travailler avec Jono, utiliser le numérique, le fantastique, la science-fiction pour essayer de capter les jeunes générations et leur donner envie de découvrir, mais aussi de préserver, mais aussi d'entretenir nos châteaux, parce que j'ai parlé des 80 châteaux visitables, mais il y a plus de 500 châteaux au niveau alsacien qui pourraient être retrouver en fait leur lettre de noblesse. Le rôle du département est aussi de s'engager dans une voie du vivant, tracée donc par les artistes. Cela nécessite de mettre à disposition du public des outils de compréhension et d'approche du patrimoine. Les outils technologiques et numériques jouent alors pleinement leur fonction originelle de moyen de communication. De ce fait, notre patrimoine ne reste pas un ensemble d'objets immobiles. Nos châteaux et nos autres édifices sont alors de nouveau en mouvement pour continuer à traverser les âges et les époques, les modes et les générations. Cependant, la vitalité donnée au patrimoine n'est réelle que si les efforts dédiés s'intègrent dans une dynamique globale, celle que nous avons choisie pour l'ensemble de nos politiques. Le patrimoine est au cœur de notre politique sociale et éducative, car un citoyen plus cultivé est un citoyen qui gagne en liberté. Nous incitons les collégiens à participer aux événements culturels que nous organisons et qui s'intéressent à l'histoire de leur territoire. Nous allons accueillir au département, à partir du 6 novembre prochain, une exposition intitulée « Les Alsaciens 1918-1925, paix sur le Rhin ». C'est un événement fort de l'automne, car cette exposition présente une histoire humaine, fondée sur le vécu des populations, des femmes et des hommes de ce temps. C'est aussi un hommage à nos ancêtres comme une source d'information pour les générations actuelles et futures. Ces années sont déterminantes pour la compréhension de l'identité de l'Alsace, car l'armistice n'a pas signifié la fin des souffrances pour la population. Des Allemands installés depuis plus de 40 ans sont amenés à quitter leur métier et leur logement. C'est un fait trop méconnu de l'histoire de France, mais après la guerre, des commissions de triage sont mises en place afin de reconnaître les bons des mauvais Alsaciens. Ces moments sont à l'origine de notre désir actuel de paix et de coopération avec nos voisins allemands et suisses. C'est parce que les frontières instables ont trop souvent balayé les histoires personnelles qu'en chacun de nous est inscrit ce désir d'Europe.
Ces événements culturels existent pour montrer à nos jeunes que l'Europe n'est pas une construction technocratique construite par des forces extérieures. Non, l'Europe, c'est nous, c'est notre histoire, c'est notre patrimoine, c'est notre avenir. Elle est aussi là, la mission patrimoine d'un département, combattre les rhétoriques démagogues trop facilement accessibles en quelques clics, en rappelant ce qu'est notre culture et notre héritage, et donc notre responsabilité. Notre politique de l'habitat est aussi fondée sur des problématiques culturelles et patrimoniales. Chaque année, près de 300 maisons alsaciennes disparaissent. C'est autant de témoins de notre identité qui s'évaporent. Tout cela pour qu'elles soient remplacées par des bâtisses sans chaleur, sans âme, qui pourtant trouvent rapidement preneur à des prix exorbitants. Je le dis souvent à mes équipes, mais il faudrait me payer pour que j'habite dans ce type de logement. Dans le même temps, trop peu de logements sont adaptés à ce qui, un jour peut-être, sera le 5e risque de la sécurité sociale, la perte d'autonomie. Alors, un des projets que nous portons aujourd'hui au Conseil départemental du Bas-Rhin, c'est celui de la maison alsacienne du XXIe siècle, qui s'inspire de ce qui faisait la qualité de ces maisons, mais qui tient compte aujourd'hui, bien sûr, aussi des évolutions, des nécessités de trouver des logements adaptés au vieillissement, de logements, bien sûr, économes en énergie. La mission patrimoine est donc un élément déterminant de notre action politique, mais en aucun cas elle est considérée comme quelque chose d'additionnel au reste de nos dispositifs. Le patrimoine est tantôt une raison, tantôt un moyen, tantôt un objectif. C'est ce qui attribue à nos lieux de mémoire et d'histoire une dimension dynamique et vivante. Pour terminer mon propos, j'aimerais revenir sur le rapport de l'abbé Grégoire de 1794, car le patrimoine, c'est un jeu permanent entre le passé et le contemporain. En fin de son travail, il a ces mots qui fondent encore aujourd'hui la raison d'être de la mission patrimoine. Les barbares et les esclaves détestent les sciences et détruisent les monuments des arts. Les hommes libres les aiment et les conservent. Le patrimoine concerne tous les acteurs politiques en tout lieu et en toutes époques. Depuis la Révolution française, nous avons eu à affronter tant de menaces, tant d'obscurantisme, tant d'extrémisme. Ces dangers nous ont appris que personne n'avait le monopole de la barbarie, que celle-ci se diffusait très rapidement et était un mal capable de s'introduire dans toute culture et dans toute société. La barbarie se diffuse et nous aurons toujours à lutter contre elle, où qu'elle soit. L'histoire n'offre que rarement du répit, mais si la barbarie se diffuse, la liberté et la responsabilité se transmettent de corps à corps, d'esprit à esprit, d'âge en âge, de génération en génération. Les outils de transmission et de communication ne cessent de changer. Ils apparaissent puis disparaissent, parfois réapparaissent. Et puis il y a les objets du patrimoine, qui ont cette faculté à traverser plus aisément les époques que les matériaux industriels et technologiques. En fait, le patrimoine a peut-être toutes les caractéristiques du meilleur outil de communication. Peut-être. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que les objets du patrimoine sont les plus beaux outils de communication et de transmission. C'est pour cela qu'il est du devoir d'un département, des collectivités, de sans cesse rechercher les meilleurs moyens de préserver et de mettre en valeur le patrimoine. Je vous remercie de votre attention.